Bonjour. Donc Alain Foka est en Facebook Live. Normalement, ça s'affiche sur les pages Facebook de Archives d'Afrique. Alors la première question est très simple. Alain, vous avez Hervé qui vous demande quels sont vos projets d'avenir. Les projets d'avenir sont nombreux. Mais en ce qui concerne Archives d'Afrique, c'est d'aller un peu plus loin dans les pays anglophones et les pays de langue espagnole également, puisque j'en ai pas beaucoup fait, mais surtout, de développer la partie vidéo que j'ai commencé depuis quelques années. Il va y avoir pas mal de vidéos sur l'application Archives d'Afrique. Il faut aller sur l'application Archives d'Afrique et sur le site archivesdafrique.com. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc je pense que ça c'est le plus important. On a Cessou maintenant qui vous demande ce qui vous a inspiré pour créer l'émission Archives d'Afrique. Le fait que, jeune journaliste que j'étais, je traversais l'Afrique de part en part et je me rendais compte que les Africains connaissaient l'histoire du reste du monde mieux que la leur. Et que lorsqu'on leur parlait de leurs dirigeants ou de ceux qui ont lutté pour leur indépendance, ils étaient plus ignorants encore que ceux qui sont en Europe. Alors je me suis dit, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il faudrait peut-être que je contribue modestement à apporter l'histoire de l'Afrique aux Africains et à la raconter autrement, puisque l'histoire était souvent racontée avec, on va dire, un prisme assez singulier, où c'était toujours l'Africain qui était, quand il était nationaliste, il était maquisard. On utilisait toujours des termes très barbares pour parler de ceux qui luttaient pour leur indépendance. Et ceux qui étaient hissés au pouvoir étaient ceux qui avaient été les plus arrangeants, les plus malléables. Alors le moment était venu pour un Africain de raconter l'histoire de l'Afrique, tout simplement. C'est un peu mon aventure, modestement. Alors nouvelle question de Djibril. Quel homme ou quelle femme avez-vous toujours vénéré? Homme africain, femme africaine? Vénérer, n'exagérons rien. Si je devais vénérer quelqu'un, ce serait ma mère, qui est la plus belle, qui est la plus intelligente. Maintenant, l'homme politique que j'ai aimé, ce sera le lieu commun, c'est Mandela qui m'a impressionné, qui a été le seul homme devant qui j'ai un peu perdu mes moyens pendant quelques instants avant de commencer l'interview. Je pense que c'est l'un des plus grands personnages du continent. À côté de lui, qui est-ce qu'on peut trouver d'autres qui puissent susciter de l'admiration? Il doit y en avoir, mais ceux-là, je ne les connais pas. Question de commis plus technique. Comment récoltez-vous autant d'informations pour vos émissions? En travaillant tout simplement, en faisant de la recherche et en étant sur une belle plateforme qui est RFI, mais une belle plateforme qui est Internet également, et le voyage sur le continent. Je voyage en permanence sur le continent, dont je vais à la rencontre de ceux qui ont fait cette histoire, mais également de certains techniciens qui ont gardé chez eux des sons, des bouts de sons, des bouts d'images, qui représentent un peu leur patrimoine et qui veulent bien les rendre publics aujourd'hui. Donc je m'enrichis un peu de ça, mais surtout, sans prétention, beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Alors on a aussi une question qui a été posée souvent par nos auditeurs. À quand le retour de Média d'Afrique? Ça, c'est la question permanente. Les gens se demandent toujours quand va revenir Média d'Afrique. Ça, il faut voir ça avec Pascal Paradou, parce que le patron des magazines devrait peut-être y penser. Moi, je suis prêt, en ce qui me concerne, à refaire une aventure Média d'Afrique. Peut-être pas en quotidienne, mais prêt à refaire une aventure Média d'Afrique, parce que c'était le seul espace véritable où on entendait le point de vue des Africains, le son de cloche des Africains, comme je le disais à l'époque, où enfin des journalistes africains donnaient leur point de vue sur l'actualité internationale. J'ai le sentiment que ça manque un peu sur notre antenne aujourd'hui et je comprends que les Africains en aient besoin. Bon, maintenant, ça peut être fait aussi par quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous formez des jeunes Africains pour vous succéder? C'est une question d'Aziz. Je vais dire à Aziz que je ne fais que ça, et je n'ai fait que ça, tant dans Médias d'Afrique que je faisais à l'époque, puisque c'était l'occasion de faire découvrir les jeunes journalistes, et je pense qu'une bonne partie des correspondants de RFI aujourd'hui sont issus des Médias d'Afrique. J'en suis plutôt fier, mais également ici à RFI, j'avais rêvé, j'avais caressé l'espoir que Sarah Sako prendrait la suite de Médias d'Afrique pour être restée dans le magazine pendant plus de 9 ans. Mais elle avait d'autres challenges plus importants. Et puis il y a eu d'autres, il y a eu Abid Diouf, il y a eu quelques autres personnes qui sont passées par ici, qui sont restées un moment, mais qui trouvaient par moment, pour certains, que il y avait une trop lourde charge de travail, qu'il y avait beaucoup de travail dans ce magazine-là. Bon,
j'espère que je vais trouver des jeunes qui vont bien accepter de le faire. Mais je suis content aussi quand j'arrive en Afrique de voir que certains font des magazines d'histoire en partant de Archives d'Afrique. Et c'est déjà un début. Alors, on vous demande également comment sont financées vos émissions. Si vous êtes un journaliste RFI ou si vous vendez les émissions RFI. Non, je suis un journaliste à RFI. Je suis un journaliste à RFI depuis 24 ans. Maintenant, ça commence à dater. Donc, je ne vends pas mes émissions à RFI. En revanche, la partie vidéo, je travaille ça tout à fait à part. J'ai toujours fait de la vidéo. Et la vidéo n'appartient pas à RFI. L'audio, oui. Alors, vous êtes Camerounais. Avez-vous des projets pour améliorer la vie des Camerounais? Et si oui, est-ce que vous accepteriez un poste gouvernemental? Je suis pas fou quand même. Accepter un poste au Cameroun. J'ai rien contre ceux qui travaillent là-bas. J'ai des amis au sein du gouvernement, de très très bons amis d'ailleurs, auxquels je suis très attaché. Mais je suis d'une liberté extraordinaire en étant journaliste tout simplement et en ne m'enfermant pas dans un pays et dans une ville. Parce que ministre au Cameroun, c'est demander la permission pour sortir du périmètre urbain. Moi, je pars d'ici quand je veux, de Paris, et je fais exactement ce que je veux. Et c'est perdre ma liberté d'expression, perdre ma liberté de penser. Et je pense pas que ce soit la meilleure façon pour moi de terminer ma vie. Non, ministre au Cameroun, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne m'a jamais tenté. Il n'y a aucun risque. En revanche, je pense que aider mes compatriotes, c'est leur parler, comme je fais tous les jours, c'est faire des sujets qui les concernent. Et d'ailleurs, cette semaine, je consacre une émission à la tragédie qu'il y a eu au Cameroun, parce qu'il faut que les acteurs parlent, parce qu'il faut qu'on arrête un peu, qu'on soulève un peu cette chape de plomb qu'il y a sur ce pays-là, où dès qu'il y a un événement, on s'organise pour que l'on n'en parle pas et que ce soit le silence complet. Je pense que mon aide, c'est de faire parler les victimes, parce qu'il y a eu des victimes, et c'est de faire parler également les acteurs, pourquoi il y a eu cette catastrophe ferroviaire, qui n'est pas comme les autres, c'est, et je ne m'avance pas quand je dis ça, c'est la responsabilité des techniciens sur le terrain. On n'arrime pas autant de wagons à une locomotive lorsqu'on sait que les rails ne sont pas meilleurs et qu'on n'a pas les freins et qu'on n'a pas pris les dispositions. C'est juste intolérable. Et quel que soit ce que l'on peut nous donner comme explication, chacun d'entre nous sait qu'il y a des responsabilités. Et on espère qu'enfin, il va y avoir des sanctions pour ceux qui sont responsables de ces drames. Il y a eu des morts et ça ne peut pas passer par pertes et profits, comme ceux qui, dans le même temps, meurent dans l'extrême nord du pays sans que personne ne s'en émeuve. Je pense qu'il est venu le moment quand même que les gens prennent leurs responsabilités. Pensez-vous que les politiciens africains tirent les leçons du passé? Malheureusement, non. Malheureusement, j'ai le sentiment qu'ils ne tirent pas les leçons du passé. Nous sommes en 2016. La plupart des États sont indépendants depuis 1960. Donc on est à 56 ans. Quand on voit l'état de notre politique, l'état de nos pays, on se dit quand même qu'on a des bras cassés aux affaires. Et par moments, ça tranche singulièrement avec la qualité de la ressource humaine qu'on peut avoir sur le continent. Quand on sillonne le continent de part en part, on voit des diplômés, on voit des gens de qualité. Et dans la diaspora, on voit des gens de qualité. Mais on a l'impression qu'on choisit souvent les moins bons pour les installer aux affaires, ce qui est frustrant. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de Nelson Mandela. Est-ce que vous avez un autre dirigeant africain qui, selon vous, a vraiment marqué l'histoire de l'Afrique? Il y en a qui ont marqué négativement l'histoire de l'Afrique. Idi Amin Dada n'est pas passé inaperçu dans l'histoire de l'Afrique. Beaucoup ont marqué l'histoire de l'Afrique, mais dans le sens négatif. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on sera encore là jusqu'à demain matin. En revanche, lorsqu'on cherche ceux qui l'ont marqué positivement, la liste est très très courte. C'est vite fait, on a vite fait le tour. Donc, je ne parlerai que de Mandela pour l'instant, ou peut-être un tout petit peu, des gens comme Boganda, qui ont payé ça de leur vie et qui n'ont jamais vraiment été aux affaires en Centrafrique. Qui d'autre peut-on donner? Le Mwalimu, Julius Nyerere, qui a mon admiration. Et puis, ça peut choquer les Maliens, mais j'ai une certaine admiration pour Amadou Toumani Touré. J'espère que l'histoire lui rendra justice. Question d'Alain. Qu'est-ce qui anime les présidents africains pour un troisième mandat? Le goût du pouvoir, la passion du pouvoir, les motards, le tapis rouge,
les ors du palais, hein, parce que je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un est forcé, quand la Constitution l'impose, de rester aux affaires, alors qu'il a fini son mandat, au risque de faire mourir des gens, de vous à moi. Il y a des gens qui sont restés 20 ans, 15 ans, qui n'ont rien changé, et qui en veulent encore. Pourquoi ils croient que les gens auraient envie de voter pour eux? Non, tout simplement l'envie de rester aux affaires pour profiter des avantages qu'offre le pouvoir. Alors, on a aussi beaucoup d'auditeurs qui reviennent sur la Cour pénale internationale et le retrait de certains pays justement de cette cour. On a Hadji, Bari, qu'est-ce que ça implique? J'estime que la plupart des pays doivent sortir de ce machin qu'est la Cour pénale internationale, parce que si les principaux responsables des crimes dans le monde ne peuvent pas être punis par la Cour pénale internationale, il n'y a pas de raison qu'il y ait un tribunal pour les plus petits et pour les plus pauvres. S'il y a des gens qu'on devrait traduire devant le tribunal pénal international en premier, je crois que George W. Bush devrait être le premier là-bas. Pour les désordres qu'il a pu mettre dans une région du monde en inventant une guerre et en fabriquant des preuves pour les accompagner, pour justifier sa guerre, c'est suffisamment grave, et le nombre de morts que l'on a connus dans cette guerre, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou l'ensemble de cette région du Proche et Moyen-Orient, je pense que ça devrait lui être imputable. Or, pour l'instant, il coule des jours heureux chez lui et donne encore des conférences. Je ne veux pas parler de chez nous ici en France, où certains, comme Sarkozy, ont quand même fait assassiner Muammar Kadhafi pour des raisons qui leur sont propres, et la vérité est en train de sortir, mais ils sont encore candidats à la présidentielle et risquent d'être élus. Jamais on ne pense à la Cour pénale internationale pour eux. Or, aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'épouvantail que l'on agite dès qu'un dirigeant africain n'est plus très arrangeant. Quand il y a un ou deux morts dans son pays, non, tout de suite il doit aller à la Cour pénale internationale. Ou quand on veut faire sortir quelqu'un de la course à la présidentielle en Afrique, on trouve des arguments pour l'envoyer à la Cour pénale internationale. J'ai mon sentiment là-dessus. Non, je suis totalement opposé à la Cour pénale internationale, et si tous les États africains pouvaient en sortir, j'en serais plutôt heureux. Question de Lassine. Croyez-vous en l'unité africaine? Je crois en l'unité de l'Afrique, mais pas telle qu'elle est faite aujourd'hui. L'Union européenne s'est construite par touches successives. On en est aujourd'hui à une vingtaine de pays, mais ça n'a pas commencé par 20. Et l'erreur de l'Afrique, de mon point de vue, je peux me tromper, il y a de grands risques, mais l'erreur de l'Afrique, de mon point de vue, a été de penser qu'on peut unir les gens d'un coup, sans projet, et des gens qui ne se réunissent autour d'aucune projection, autour d'aucune valeur, et que l'Afrique n'est pas unie par sa tradition ou par ses rites, à part la couleur. Je pense qu'il y a autant de différences entre un bonhomme du Cap et celui du Cameroun, que entre celui du Cameroun et celui de France. Que celui de France est même plus proche de celui du Cameroun que celui qui est au Cap. Non, on doit s'unir autour d'une idée, autour d'un projet. Et les gens doivent, au fur et à mesure, y adhérer. Comme ça a été le cas pour l'Union européenne, il faut venir vers quelque chose. Il ne faut pas être simplement, parce qu'on appartient à un continent, appartenir à l'ensemble. Non. Alors j'ai deux questions de Sissou et de Ganifou. La première, pensez-vous que les anciennes colonies françaises auront un jour une liberté totale? Et pourquoi le développement de l'Afrique tarde-t-il à venir? Les deux questions sont totalement imbriquées. La première des choses, c'est que j'en ai un peu marre, un peu assez, qu'à chaque fois on impute le développement, ou le manque de développement plutôt, de l'Afrique à l'autre. Il y a eu la responsabilité des autres, c'est évident, à travers la colonisation, la traite négrière, etc., etc. Mais nous sommes une génération qui n'avons connu ni l'un ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Et pour moi, continuer de tout mettre sur le fait de la colonisation, de l'impérialisme, de la traite négrière, c'est un peu gavant. J'estime qu'il arrive un moment où on doit se dire pourquoi nous-mêmes ne sommes pas suffisamment jaloux de nos intérêts et ne sommes pas assez organisés pour développer notre continent. La faute de l'autre, c'est trop facile, ça devient trop facile. Il arrive un moment où on se dit comment on s'organise. Ok, l'autre est là pour veiller à ses intérêts, pour être jaloux de ses intérêts, et c'est logique. Nous devons tout aussi être jaloux de nos intérêts et travailler à préserver ses intérêts, à reconquérir les espaces perdus.
Je suis un peu lassé par ces gens-là qui sont toujours en train de pleurer au lieu de passer à l'action. Donc le développement de l'Afrique tarde en raison de cette propension à toujours pleurnicher sur ce qui s'est passé. Oui, ça s'est passé. Oui, on a été spoliés. Oui, on a été retardé. Oui, il y a encore des gens qui tiennent nos dirigeants. Mais le moment est venu peut-être de faire partir ces dirigeants-là. Le moment est venu peut-être de dénoncer des contrats léonins qui nous lient. Et je pense qu'il faut plutôt agir que de se passer son temps à la complainte. Alors, beaucoup de Burkinabés qui sont avec nous. Y a-t-il un lien entre le départ de Blaise Compaoré et les attaques terroristes au Burkina? Enfin, c'est Fabrice qui pose la question. Est-ce que vous avez déjà essayé de recueillir le témoignage de Blaise Compaoré? Je travaille dessus en ce moment sur le témoignage de Blaise Compaoré. J'espère pouvoir l'obtenir. J'espère pouvoir l'obtenir. Maintenant, trouver un lien entre les attentats en Côte d'Ivoire ou au Burkina et le départ de Blaise Compaoré, je trouve que c'est allé vite en besogne. Je pense que il y a une pieuvre sur le continent, dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest qui va jusqu'au Nigeria et qui touche l'extrême nord du Cameroun, qui s'appelle Boko Haram. Et pour l'instant, Blaise n'a aucun lien avec Boko Haram, à ma connaissance. Et qu'au lieu de chercher la bête chez Blaise, on devrait s'occuper d'un réel problème que nous avons. Et on vient d'assister encore à cela au Niger, où des djihadistes attaquent une prison pour libérer les leurs. Et je pense qu'on va être de plus en plus confronté à ça si on n'est pas organisé et si l'ensemble de ces pays-là ne se mettent pas ensemble pour combattre, ne se mettent pas en commun pour combattre la pieuvre Boko Haram. Et arrêter les grands discours sur Blaise qui aurait ceci. Au risque de vexer les Burkinabés, oui, c'est normal que Blaise soit parti. Oui, c'était bien qu'il parte. Mais on ne peut pas faire comme si Blaise n'a jamais travaillé. Il a travaillé. Il faut quand même dire qu'il a un bilan. Maintenant, est-ce qu'il reste encore aux affaires? Non, je ne le pense pas. Alors, on reste au Burkina. Quelle opinion vous avez de Sankara? Je viens de faire un film sur Sankara, très long document sur Thomas Sankara. Et je pense que ceux qui ont envie d'avoir mon opinion sur Thomas Sankara devraient acheter mon coffret. Aussi simple que ça. Sur 4 DVD d'1h45 chacun, je fais un reportage dont mon point de vue n'est pas caché. Il faut faire juste un effort. Ça coûte pas très cher, enfin. Justement, comment est-ce que se procure ce coffret? Alors pour le coffret audio, on peut seulement le gagner à RFI, il n'est pas vendu, il n'est pas vendu du tout. Pour le coffret vidéo en revanche, vous avez l'application Archives d'Afrique, qui est une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google Play ou sur iOS, ou encore aller sur le site archivesdafrique.com. Là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Bon, on reste avec Sankara. Pour vous, qui pourrait être le prochain Sankara? Moi, je n'idéalise pas sur les personnages. Je n'idéalise pas et je ne cherche pas les prochains Sankara, je cherche les prochains Mandela. Mandela me parle plus que Thomas Sankara, même si j'ai une certaine admiration pour Thomas Sankara. Je pense que Sankara n'est pas resté suffisamment longtemps pour qu'on puisse le juger sur le bilan, sur ce qu'il a fait, même s'il a impulsé un changement de mentalité au Burkinabé. Il y a beaucoup de questions aussi sur l'immigration. On a Mohamed Sarkozy. Ça s'invente pas. Qui vous demande quelle est la solution au problème de l'immigration clandestine. Et Ali qui vous demande pourquoi certains politiciens européens refusent de voir les migrants sur leur sol. Sur la question des migrations, je serais Madame Soleil si j'avais la solution ou si je savais ce qu'il fallait faire. Non. Sur le problème des migrations, comment combattre cela? Il y a plusieurs facteurs. Donc, ça peut pas être une seule solution. Le proche Moyen-Orient est totalement détruit aujourd'hui par une guerre qui ne se justifiait pas. Je pense que les Occidentaux qui ont fait la guerre dans cette région doivent prendre leurs responsabilités et trouver comment y mettre un terme pour que les gens rentrent chez eux, puisque personne ne va en exil par plaisir. Ça n'existe pas quelqu'un qui part de chez lui en disant je pars par plaisir.
C'est simplement qu'il n'a pas le choix chez lui. Et dans leur cas, quand on regarde tous ces migrants qui partent de Proche et Moyen-Orient, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Peut-être qu'il faudrait, de façon assez musclée, c'est mon point de vue, ramener la paix dans cette région et arrêter les tergiversations entre Poutine et l'Occident. Il y a un dictateur à la tête de la Syrie, oui, mais on ne peut pas faire de comparaison entre ces dictateurs et les gens qui décapitent, qui tuent, qui violent, qui imposent un ordre qui leur est propre, qu'ils disent religieux, mais qui ne correspond à aucune religion. Ça, c'est pour ce qui est du Proche et Moyen-Orient. Maintenant, pour ce qui est de l'Afrique, certains ont parlé de co-développement. Je crois au co-développement. Je pense que si l'Europe veut se préserver de l'arrivée de tous ces migrants, elle doit participer au développement de ce pays, pas en donnant de l'argent. Je suis contre l'aide sous toutes ses formes, mais simplement en revoyant un certain nombre d'accords qui lient l'Occident, en tout cas les anciens colons à l'ancienne colonie. Ça, c'est le premier cas. Mais également donner de l'espoir là-bas. Ce que l'on dépense à accueillir les migrants, ce que l'on dépense à combattre cette migration, peut-être devrait créer des emplois sur place. Et je pense qu'il faut creuser la piste du co-développement. Je ne suis pas souvent d'accord avec ce que dit Sarkozy, mais au moins sur ce point-là, il avait une idée du co-développement. Et c'est peut-être l'une des clés. Alors, il y a quelques pays dont on parle beaucoup plus rarement dans le débat africain ou dans Archives d'Afrique. On a notamment Ibrahim qui souhaiterait que vous fassiez une émission sur les Comores et sur son indépendance. C'est vrai. Vous allez pouvoir, C'est vrai, je prends l'engagement, je le lui promets de faire Archives d'Afrique sur les Comores, et pas seulement sur Bob Denard qui a sévi pendant longtemps, mais sur ceux qui ont fait les Comores. Et ça ne devrait pas tarder. Mais, je dois corriger quand même, dans Médias d'Afrique, il y avait un correspondant aux Comores. Ce qui veut dire que je pensais bien aux Comores. Est-ce que vous pouvez partager avec les auditeurs votre opinion sur le franc CFA ? Je pense qu'il y a trop de passion sur la question du franc CFA et que peu de gens connaissent vraiment le CFA. Que, en réalité, le CFA est une monnaie beaucoup plus complexe que l'on le croit. Oui, il faut que l'Afrique, en tout cas la plupart des pays africains, finissent par créer une monnaie en commun, mais ce ne doit pas être sur le coup de l'émotion, de mon point de vue. Ça doit faire l'objet d'une vraie réflexion, d'un vrai travail. Et le reproche que l'on doit faire, ce n'est pas au CFA, c'est de faire le reproche aux économistes, aux financiers africains, qui depuis des décades se plaignent du CFA et ne font rien pour créer une monnaie qui soit crédible. Moi, j'ai la faiblesse de dire, arrêtons de geindre sur le CFA ou l'ancien colon et trouvons des solutions. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Oui, peut-être le CFA n'est pas adapté, mais que propose-t-on à la place? Qu'est-ce qui est élaboré qui doit remplacer le CFA? C'est plus ça la question. On revient un peu aux questions techniques. L'accès aux archives sonores vous est-elle totalement accordé? Comment vous faites pour avoir toutes ces archives? RFI a passé un accord pour ce qui est du sonore avec l'INA, qui est une source extraordinaire d'archives. Mais RFI a aussi un fonds important, la Sonothèque, dans laquelle je puise, mais je dois avouer ici, je dois confesser ici que c'est largement insuffisant pour faire ces magazines-là, ailleurs, en réalité. Et le ailleurs, c'est souvent les sonothèques des autres pays. Le ailleurs, c'est quelquefois les bonnes volontés qui veulent bien m'offrir des archives. Le ailleurs, c'est aussi Internet. Alors, pourquoi l'Afrique a du mal à vaincre Boko Haram? Parce qu'il manque de volonté politique, tout simplement. Je pense que si ces pays qui entourent le bassin du lac Tchad et le Nigeria se mettaient ensemble, sans égaux, en mettant ensemble leurs armées, Boko Haram serait rapidement vaincu. Il existe également beaucoup de complicité dans la zone, complicité souvent des riches commerçants qui financent Boko Haram. Et puis il y a la Libye. Pour véritablement vaincre Boko Haram, il faut mettre un peu d'ordre en Libye. Les armes viennent de Libye, certains sont formés en Libye pour aller combattre chez Boko Haram. Et la Libye, on sait qui a mis du désordre là-bas. Je ne me fatigue pas de le dire. La Libye, il faudra demander les comptes un jour à Sarkozy, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique. On a justement beaucoup de questions sur Kadhafi ou des réactions. C'est quoi le lien, qu'est-ce qui lie vraiment justement l'Afrique, les Africains avec
Je dois avouer, en ce qui me concerne, que je ne partageais pas la vision de Kadhafi. Mais les Africains avaient l'impression qu'il y avait enfin quelqu'un qui répondait de façon fière, de façon d'égal à égal à l'Occident sur pas mal de points. Et c'est ce que symbolisait pour eux Kadhafi. Je partageais, mais alors pas du tout le point de vue de Kadhafi, mais Kadhafi était une sorte de mal nécessaire. C'est-à-dire celui qui, à la lisière du Sahara, arrivait encore à calmer les velléités d'expansion des djihadistes qui grouillent dans le désert. Donc Kadhafi arrivait encore à les canaliser. Bien sûr, il soufflait le chaud et le froid. De temps en temps, il sortait les Touaregs pour malmener le Mali et le Niger, et puis il les rappelait. De temps en temps, il mettait du désordre au Tchad. Mais dans le même temps, ça n'a jamais été ce que c'est devenu. Donc, il était un peu un élément stabilisateur dans la sous-région. On avait peur de lui, et c'était une peur salutaire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour calmer tous ces djihadistes venus du Proche et Moyen-Orient, encore une fois, puisque c'est la guerre au Proche et Moyen-Orient qui les a fait choisir, qui les a amenés à choisir le désert du Sahara comme arrière-base. Ils n'y étaient pas. Ils y sont arrivés. Avec beaucoup d'argent, on construit des écoles, on construit des centres de santé, et se sont installés, et sont devenus indispensables. Et on sait ce que ça entraîne. Vous demande quel avenir pour la jeunesse africaine. J'ai mal quand je dis ça, quand je vais répondre à ça. Mais si la jeunesse africaine a les mêmes tares que les aînés, ça va être dramatique. Parce que il faut arrêter de geindre. Je pense que la jeunesse africaine a un vrai atout au départ, c'est qu'elle ne part pas de zéro. Avec le numérique, elle a accès à la connaissance, pour peu qu'on leur donne de l'énergie et qu'il y ait la connexion. Mais ceux qui vont dans les cyber apprennent plus vite que nous n'apprenions quand nous étions en Afrique. Plus besoin d'acheter forcément des bouquins. Une connexion suffit quelquefois pour lire un bouquin. Et je pense que c'est important que cette jeunesse-là sache que son avenir lui appartient. C'est pas quelqu'un qui va impulser. Il faut pas attendre les hommes politiques. Nous avons trop attendu les hommes politiques et nous en sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire nulle part. Peut-être qu'il est venu le temps que cette jeunesse se prenne en main, qu'elle crée son propre environnement et ses propres paradigmes, qu'elle ne se dise pas qu'elle va travailler dans l'administration, mais qu'elle va inventer, qu'on aille vers le privé, qu'elle se prenne en main, tout simplement. Alors, beaucoup d'auditeurs demandent que pensez-vous du Sénégal, quelle est la crise politique au Gabon, la crise économique au Tchad. Donc, tout le monde demande un petit peu pour son pays vos avis. Je pense qu'on va leur donner rendez-vous bientôt pour répondre Bientôt. à toutes les questions. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Un message d'espoir Je serais prétentieux de donner des conseils, mais je me dis, quand on a confiance en soi, l'essentiel est fait. Et quand on n'a pas de complexe, c'est encore mieux. D'arrêter d'être complexé et de se dire qu'ils ont le monde à conquérir. Le seul pôle de développement où on fait des grands chiffres de croissance, c'est l'Afrique. Il ne faut pas que cette jeunesse-là passe à côté de cette croissance-là. Et cette croissance ne doit pas être celle des multinationales et des grandes firmes internationales. Elle doit être la leur. Donc il faut la naissance des champions africains. Il faut être inventif. Il ne faut pas laisser la place aux autres. Et je pense que ça devient urgent. Voilà. Tu peux venir.